Alors, bonjour tout le monde. On vous souhaite la bienvenue à ce déjeuner d'impact de la série Impact for Breakfast qui était organisé par Civic avec nos partenaires Fondation et Ulex. Donc, on est très content de vous avoir avec nous ce matin. Et pour commencer, je vais laisser Marie-Hélène de Fondation, Marie-Hélène Lafont, vous dire un petit mot. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir en ce beau lundi matin. Donc, ça commence bien la semaine. Bref, bienvenue chez nous, qui n'est pas juste la maison de Fondation, qui est la maison de Bâti-Rente, Fondation Gestion d'actifs et d'autres outils collectifs de ce qu'on appelle, nous, les outils collectifs. Voilà. Parce que notre mission est vraiment de redonner un peu le pouvoir aux gens. En les rassemblant comme ici aujourd'hui, où on veut être une espèce d'usine à idées, à collaboration, à connexion également, mais aussi en permettant de, redonner le pouvoir aux gens. Parce qu'il y a quelque chose, on est tous très impliqués dans nos carrières, on veut faire de l'impact, on veut changer la planète. Et on dirait un peu que la dernière, comme on dit en anglais, le final frontier, la dernière frontière, c'est souvent notre argent. Et on a un énorme pouvoir avec notre argent simplement en faisant des choix d'institutions financières et des choix pour sa retraite. Mais je m'arrête ici parce que c'était vraiment l'objectif de vous souhaiter bienvenue chez nous, chez vous également, puis qu'on vous souhaite vraiment de belles connexions, de belles inspirations ce matin. Merci. Merci Marie-Hélène et merci de nous accueillir. Puis je cède la parole maintenant à notre autre partenaire, Ulex. Maude de Frichette. Oui. Merci Yannick. Bon matin. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui avec mes collègues Chloé Bruno. Pour la petite histoire, moi je viens d'un milieu où disons que l'entrepreneuriat n'était pas nécessairement bien vu, où c'était beaucoup associé à des impacts environnementaux nocifs, traitement des employés pas nécessairement équitable. Donc, quand j'ai fait un saut du droit social au droit des affaires, j'avais une petite crainte que ça soit mal reçu dans mon entourage. Puis au final, pas du tout, parce que c'est facile d'expliquer que l'entrepreneuriat, en fait, c'est super positif. Puis avec l'entrepreneuriat, on peut vraiment avoir un impact réel, rapide dans la vie des gens. Donc, que ce soit à tous les niveaux, en fait. Là, on parle d'investissement, ça peut être... je pense à Fauve avec Partage Club. Bref, il y a plein de trucs qui peuvent se faire, qui peuvent avoir des impacts très, très, très concrets. C'est vraiment un plaisir d'être associé à Civic, cette magnifique initiative, et de voir un panel très féminin aussi. Sylvain, je t'aime beaucoup. Là. Mais c'était le fun de voir plein de Ça me fait plaisir. Je suis un allié de la première heure de ces dames. Merci Maude. Bonne conférence. Bon matin. Très, très heureux d'être avec vous. Ça a été partie remise, mais finalement, c'était pour une bonne cause. Impact for Breakfast, c'est une série internationale. Donc, on a commencé l'année dernière à faire les rencontres montréalaises qu'on a bien entendu renommées Déjeuner d'impact. Impact for Breakfast, ça sonne bien, mais c'est en anglais. Donc, ce matin, on va avoir la conversation en français. Il y a des fois, on a des invités plus internationaux, on a des milieux plus anglophones, on le fait en anglais, mais ce matin, ça sera en français. Et puis, Civic, qui organise les déjeuners d'impact, pour ceux qui ne connaissent pas Civic, Civic, c'est la coalition des investisseurs d'impact au Canada. Et le V dans Civic, ça veut dire vecteur de transformation, de changement. Et c'est de ça qu'on va discuter ce matin. J'étais très heureux de réussir à rassembler deux investisseurs ou investisseuses. Est-ce qu'on a un terme préféré du côté des investisseurs ou investisseuses? Investisseurs. Moi, j'aime bien investisseurs et deux entrepreneurs qui sont avec nous. Ils ont eu la chance de travailler ensemble au travers du financement qu'elles ont fait ensemble. Mais avant d'aller dans les détails, là, je vais laisser tout le monde se présenter. Fait que peut-être juste un petit tour pour qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, puis qu'est-ce qui vous motive à faire ce que vous faites. C'est vous, madame. Je suis focusée, est-ce que vous m'entendez bien? Un, deux. Allô? Ça marche. Est-ce que ça va faire du feedback si je donne ça? Okay. Bonjour. Je suis Fauve Doucet, cofondatrice du Partage Club et présidente. Partage Club, c'est une entreprise qui veut démocratiser le partage à grande échelle.
Donc, on a commencé par une application de partage d'objets entre voisins. Puis maintenant, on aide différentes industries à mutualiser, que ce soit dans le milieu de l'événementiel, dans le milieu municipal, gouvernemental, industriel. Puis ce qui m'a motivée, moi, c'est mes enfants. J'ai trouvé, quand j'ai eu des enfants, que c'était un peu débile la surconsommation. Puis je me suis dit, there has to be a better way. Puis je me suis dit qu'on pourrait se mettre à partager. Donc, tout simplement, c'est vraiment par conviction de laisser quelque chose de plus grand à mes enfants. Voilà. Alors, moi, c'est Sarah. Je suis la directrice générale de Startup en résidence, qui est un accélérateur investisseur chez Desjardins. En gros, on a un programme d'accélération, mais formule un petit peu différente. Si vous êtes curieux, venez me voir après. Mais en gros, au lieu de faire 3-4 mois, on en fait 8. Puis, il n'y a pas de truc de groupe, là, c'est tout personnalisé. Fait qu'on aime vraiment beaucoup travailler directement avec les entrepreneurs sur les sujets qui les touchent eux spécifiquement. Puis sinon, ce qui me motive, je dis ça avec plein de respect et d'amour, je suis pas assez craquée moi-même pour partir en business, mais j'admire énormément ceux qui le font, puis de pouvoir les supporter à ma manière dans leur cheminement, je trouve ça vraiment motivant de travailler du monde aussi drivé. Donc, bon exemple. Merci. Bonjour, mon nom est Karine Bataille, je suis cofondatrice et PDG d'Oasis Learning AI. En fait, c'est un engin SaaS qui est natif de l'IA, qui détecte en temps réel les changements de produits, de politique ou de système et automatiquement va mettre à jour toute la documentation qui est impactée, dont les formations, les pitchs de vente ou les articles sur les sites web, peu importe ce que c'est. Et l'objectif, c'est de donner aux employés accès à de l'information qui est toujours actuelle puis qui est contextualisée à leur rôle. Ce qui m'a motivée, c'est que c'est une histoire un peu... c'est un cœur brisé, en fait. Ma sœur a été victime d'harcèlement sexuel. Elle travaillait pour une école. Et puis, tous ses collègues qui voyaient ce qui se passait étaient, de façon honnête, pensaient que ce n'était pas du harcèlement sexuel. Ils étaient convaincus que ça, c'est un ami. Donc, ma sœur est tombée dans une dépression profonde et j'étais comme... Il y a un problème d'éducation, de la documentation dont ils ont accès pour ce qui est de harcèlement sexuel. Tu sais, c'est des vidéos vieillots, puis toutes des affaires qui sont du tout contextualisées. Et puis, je me suis dit, il faut absolument contextualiser le tout et s'assurer que tout est mis à jour, que ce soit pour la conformité, mais aussi les ventes ou le leadership, ou peu importe. Donc, avec un cœur brisé, j'ai fondé ma première compagnie et là, je suis dans ma deuxième compagnie. Merci. Je ne connaissais pas la petite histoire. J'ai mon micro aussi qui fonctionne. Oui, ça marche. Bonjour tout le monde. Séverine Labelle, je dirige le Lab Excel à BDC Capital et le Fonds Excel Reprenariat, 2 fonds qui visent à augmenter l'accès des femmes au capital investissement. Puis 2 fonds qui ont été créés avec l'objectif d'amener des capitaux d'investissement au sein d'entreprises qui ont peut-être une voie un peu différente que le typique VC pur, pour différentes raisons, notamment le fait que les femmes ont parfois tendance à créer des entreprises avec différents objectifs en tête. Ce qui me motive depuis toujours, c'est de participer à créer un monde plus inclusif où chacun peut participer à son plein potentiel. Ça m'a amené à travailler en Afrique, j'ai travaillé dans le milieu social, communautaire, dans le milieu économique, puis un jour, je suis vraiment tombée dans la soupe entrepreneuriale pour réaliser que finalement, pour moi, les entrepreneurs, c'est ceux et celles qui ont le plus de potentiel d'impact, puis de changer le monde vraiment, puis j'en ai fait une mission d'être là pour les soutenir, parce que moi non plus, j'ai pas encore eu le courage de me lancer directement, mais à la fin de la journée, si je peux créer ou contribuer à mettre en place des programmes ou dans notre cas, des fonds d'investissement qui leur permettent d'avoir les moyens nécessaires pour pouvoir changer le monde, j'aurais joué ma part. On pourrait appeler ça de l'intrapreneuriat, certainement, de BDC. Et je retiens pas encore. Pas encore. Parlons-en justement d'investissement d'impact. Quand on a fondé Civic il y a 3 ans, c'était vraiment parce que c'était quelque chose qui était émergent, qui était nouveau, qui était un peu flou. Et je pense qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire. Fait que la conversation ce matin, c'est vraiment de rendre ça plus concret. C'est quoi pour vous l'investissement d'impact? Puis est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans les dernières années?
la première qui a quelque chose à ajouter là-dessus. Puis comment vous le voyez peut-être pour vous-même là, dans vos activités? Là? Ben, je peux peut-être commencer. Le Lab Excel, toute sa thèse d'investissement au départ, c'était vraiment justement d'aller vers l'investissement d'impact. L'investissement d'impact, dans le fond, si je me réfère à la définition mondialement reconnue qui a été mise en place par le GIN, qui est le Global Impact Investing Network, on parle d'investissement qui est fait dans un objectif, une intention de générer un impact positif, mesurable, qui est matériel, donc qui est bien réel, et qui peut aussi générer un retour financier substantiel. Donc, on n'est pas dans le un ou l'autre, on n'est pas dans l'impact seulement, on est vraiment dans l'impact plus retour sur investissement. Dans le cas du Lab Excel, on a 2 types d'impact. Le premier, évidemment, c'est sur les femmes. Je l'ai mentionné, à la base, c'est vraiment la première raison pourquoi on est créé, parce que à peine moins de 4% de tout le capital de risque au Canada qui est investi dans les entreprises dirigées par des femmes, sauf que ces entreprises-là, c'est notre innovation, c'est ce qui va driver le futur. Donc, si on veut un monde plus équitable, il faut trouver des façons d'aider les femmes à participer. Puis le deuxième niveau d'impact, c'est vraiment d'investir dans les entreprises qui sont créées avec cette intention-là de générer un impact positif dans les milieux de travail, dans les communautés de partage. Donc, des impacts positifs avec des retours financiers, évidemment, qui viennent avec. Ben, nous, contrairement au Lab Excel, on n'a pas fait exprès. On est plus tombé dedans dans le sens où, veux pas, quand tu investis, il faut aussi, en tant qu'individu, que tu aies un certain intérêt dans ce que tu vas chercher comme entreprise. Puis, on s'est rendu compte au fil du temps que justement tout ce qui avait un impact positif venait chercher toute l'équipe vraiment plus que le reste. Donc, c'était pas voulu, mais tu sais, puis là, no offense à personne si jamais c'était quelque chose que vous faites, mais tu sais, moi, optimiser des revenus de advertisement, je sais pas, ça, je trouve ça plate. Donc, je préfère aller chercher des trucs qui font un peu une différence. Puis, on est aussi privilégié dans le sens où on n'est pas un VC typique. On a un VC corpo, puis ça change quelques petits trucs. Notamment, on est sur le balance sheet, c'est pas de l'argent qui est levé. Fait que c'est de l'argent directement de Desjardins qui a décidé de mettre là-dedans. Fait que, 1, ça fait les valeurs de tout le monde. Mais 2, on peut aussi se permettre d'être un tantinet plus patient que la plupart des VC. Fait que... Puis là, je suis pas en train de vous dire qu'on cherche pas un retour. Là, c'est pas vrai, on en cherche un, mais tu sais, on est beaucoup plus dans l'accompagnement, dans le journey, dans justement quel impact on va avoir dans ce chemin-là plutôt que je vais te faire un 100X dans 3 ans. Oui. En fait, vous êtes redevable à vous-même, Desjardins. Exact. Vous n'avez pas de partie externe. Ouais. Fait que ça aide des fois à faire ce que tu penses qui est bon. Oui. Karine? Je suis pas investisseur. Mais une des choses que moi, j'ai appris à travers mon expérience de levée de fonds, c'est que les investisseurs d'impact, au départ, je pensais que c'était seulement l'impact social, seulement l'impact environnemental ou peu importe ce que c'était, mais il fallait vraiment prouver que tu es en train de bâtir une entreprise à grande échelle qui allait avoir une demande très forte, que tu allais aller de façon globale et que tu allais faire du profit. Donc, une des choses que moi, j'ai remarqué qui est différent, c'est que au départ, je pensais faire un deck d'impact. Puis après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un pitch deck là, pour lever des fonds de business. Donc, n'importe quel investisseur qui n'a pas d'impact pourrait investir. Puis, ensuite, j'ai ajouté 2 slides d'impact parce que c'est intrinsèque dans ma compagnie. Et j'ai réussi à avoir moitié investisseur d'impact, moitié investisseur traditionnel. C'est ça. Chance, là. Non, traditionnel. Et donc là, moi, je me suis dit, OK, puis je sais que c'est pas nécessairement la bonne façon de faire, mais moi, c'est comme ça que je l'ai fait, puis ça m'a permis de focusser sur les métriques, puis l'impact, mais aussi, parce que l'impact était déjà dans la business, mais j'étais en train de bâtir une business. Je trouve qu'elles ont très bien répondu. Mais c'est intéressant parce que ça fait rire tout le monde, mais on travaille sur le thème pour Impact Fest cet été pendant Startup Fest. Puis là, je l'avais juste en anglais dans ma tête. Puis c'est comme
those who care, really care, mais on va dire ceux qui s'en foutent pas. Ouais, on va adopter ça. Ça va être plutôt local. J'aimerais ça revenir peut-être à Fauve, puis après ça à toi, Karine, sur justement, tu parlais que vous avez développé l'impact, c'est au cœur de ta mission. C'est ça qui t'a drivé, c'est ça qui t'amène. Tu as rencontré, tu vois un besoin qui est clair pour toi, puis là, tu donnes les moyens. J'aimerais ça vous entendre toutes les deux un peu sur comment vous êtes arrivés à rallier la mission puis le modèle d'affaires. Parce que si tu n'as pas un puis l'autre, en impact, en investissement en impact, on dit on fait des retours financiers puis des extras financiers. Mais tu n'auras pas d'extra si tu n'as pas la base qui est que tu développes une compagnie qui va bien, qui est rentable. Parce que si tu perds de l'argent chaque année, je ne sais pas combien de temps va durer ta compagnie. Fait que, parlons un peu de ça du côté mission et business peut-être dans ce que vous faites. Puis après ça, on aura la version un peu de l'autre côté de la table avec les investisseurs. Ben en fait, je pense que nous autres, à la base, notre mission était claire. Il faut que les gens partagent pour créer du lien social, pour en fait produire moins de choses, puis pour sauver de l'argent. Donc ça, c'est la prémisse de base. Puis après, c'est de trouver un product market fit par rapport à ça. Puis nous, on a testé plusieurs choses. On a regardé le citoyen, le B2C. On a eu des entreprises qui voulaient l'offrir à leurs employés. On a eu des promoteurs immobiliers à leurs résidents. Puis aussi des institutions d'enseignement pour toutes leurs alumni, puis leurs étudiants. Bon, puis on s'est rendu compte aussi que les villes nous ont approchés puis voulaient en fait l'offrir à leurs citoyens. Puis rapidement, ce qu'on a découvert, c'est que trouver des parties prenantes, donc investisseurs, mais aussi clients, qui veulent la même chose que ta mission, ils voient la valeur que tu apportes puis sont prêts à payer pour ça. Puis c'est là qu'on a vu qu'il était, tu sais, malheureusement encore aujourd'hui, l'argent, c'est comme notre façon de communiquer la valeur. Donc, ils ont été capables de voir la valeur, donc ils étaient prêts à payer. Donc, ils disaient, ça a de la valeur. Puis ça a été les villes pour nous qui a été vraiment le vecteur. Puis à partir de là, le modèle d'affaires s'ensuit parce que nous autres, les gens qui utilisent l'application, ils veulent partager. Les villes veulent que leurs citoyens partagent. Puis les investisseurs, ils veulent avoir de l'impact. Puis ça donne que plus ça partage, plus ça fait d'argent. Donc, c'est nous autres, on dit souvent qu'on est impact by design. Donc, si un jour la compagnie irait moins bien, on va pas arrêter de partager. C'est au cœur de ce qu'on fait. Donc, pour nous, dans le fond, ça allait de soi, en fait, de créer ce modèle-là qui, plus on apporte du bien, plus on fait de l'argent, plus on peut réinjecter pour faire croître la business, puis plus elle apporte des retours aux investisseurs. Oui, puis en plus, il y a un effet de réseau dans ton application. Fait que c'est un cercle vertueux. Exact. Ouais. Super. De mon côté, en fait, on est Katie Herbert de HealthKind. Je pense qu'elle est dans le portfolio de la BDC. Oui. Elle a dit, dans du jus d'orange, il y a de la vitamine C. Mais quand tu vas au dépanneur et tu vas t'acheter un jus d'orange, tu achètes le jus d'orange pas pour avoir de la vitamine C, tu l'achètes pour le goût parce que tu as le goût d'un jus d'orange. Mais tu peux pas dissocier la vitamine C du jus d'orange. Donc, mais d'être vendeur de jus d'orange, c'est une business. Tu peux faire du cash avec ça. Dans le sens où nous, notre approche a été vraiment de parler au business de l'impact. Plus que tes employés sont mieux formés, qui ont de l'information qui est actualisée, ça aide à réduire les erreurs et à augmenter la performance. Donc, au niveau et la productivité. Fait que pour les entreprises, il y a vraiment un gain économique de travailler avec Oasis Learning AI. Puis, pour ce qui est des investisseurs, l'impact est social parce que nous, on focus surtout sur les employés de première ligne. Parce que ça représente 80% des employés, en fait. On s'en rend pas nécessairement compte. Et ils sont ceux qui ont accès le moins aux formations puis aux connaissances. Le résultat, c'est que seulement 24% d'entre eux ont l'impression qu'ils sont assez formés pour faire leur travail. Et donc, ça impacte leur mobilité professionnelle. Puis, la majorité de ces employés-là sont de communautés sous-représentées. Donc, vous voyez, c'est juste comme un peu... un effet d'entraînement. Un effet d'entraînement systémique sans s'en rendre compte, puis tout ça. Puis, moi, c'était une des trucs qu'on voulait vraiment s'assurer qu'on adresse. Donc, c'est ça. Pour les business, c'est du profit. Et pour les investisseurs, c'est de l'impact social. L'impact social, c'est intéressant. Je parlais à des amis chez Fondaction, puis entre autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent
les rapports de sécurité au travail. Puis c'est une mesure d'impact. Si tu ne mets pas des mesures de sécurité pour des employés, si les employés ne sont pas bien formés, c'est négatif pour tes employés. Donc, il y a plusieurs façons d'évaluer l'impact. Puis, des fois, c'est direct, des fois, c'est indirect. Comme tu disais, toi, Sarah, chez Desjardins, ça fait plutôt partie des valeurs de Desjardins de façon très large, mais vous n'avez pas comme une grille d'évaluation d'impact. Vous n'êtes pas à ce niveau-là. Non, fait qu'on a, on a un critère de diversité dans notre sélection parce que pour nous, c'est important J'ai eu ce débat-là, justement, avec la Caisse de l'Ontario, que je disais que, tu sais, c'est... parce qu'on parlait c'était pas de la discrimination positive, mais, tu sais, on donne 1 point, mettons, le scale est sur 16 d'habitude, mais on l'a mis sur 17, fait que t'as 1 point de plus, mettons, s'il y a un aspect de diversité dans ta compagnie. Puis il disait, c'est-tu fair? Puis je dis, toi, t'as eu des chances toute ta vie parce que t'es le typique homme blanc d'un certain âge. Il y a des gens qui, tout le monde, toute leur nuit, toute leur vie, fait que what if je leur donne 1 point de plus une fois, là? Tu sais, comme, à un moment donné. Fait que je pense que ça justifie très bien. Puis non, on n'a pas une grille d'impact. On a une section dans nos mémos où on va toujours regarder l'impact. Fait que peu importe ce qu'on fait, tu sais, techniquement, on n'est pas un investisseur d'impact où on se promeut pas comme ça. Oui. Mais dans les faits, c'est toujours un critère pour nous. Fait que ça soit un investissement d'impact appelé comme tel ou pas, pour nous, c'est un critère. Puis, dans les faits, c'est ça, on est tellement tôt, puis je suis sûre qu'on va aller dans ce sujet-là bientôt, mais souvent, on va investir tellement tôt, tu sais, Partage Cup, c'est différent, il était un peu plus avancé, mais il y en a qui sont tellement tôt que on le sait qu'il va avoir un impact, mais le mesurer, c'est encore difficile. Oui. Fait que, tu sais, souvent, justement, tu sais, ça revient à ce que tu dis, il faut que ça soit vraiment faut pas que ça soit un afterthought, faut pas que ça soit, mais aussi c'est cool parce que, non, faut que ça soit dans le modèle, qu'il y a vraiment quelque chose de positif qui sort. En fait, c'est dans l'intention, puis on le voit dans vos appels à participation aussi, tu sais, vous allez sur des thématiques agtech, agricole, santé. C'est ça, on essaye. Fait que vous allez cadrer l'intention dès le début. De votre côté, Séverine, comment ça se passe? C'est plus structuré? Vous, c'est votre spécialité en quelque sorte. Là. Vous êtes un des fonds spécialisés à la BDC en termes d'impact. BDC Capital, de par la variété des fonds, touche à l'impact de différentes façons. Avec le fonds climat, par exemple, c'est sûr qu'il y a des mesures. Le fonds ne va pas juste regarder le retour sur investissement. Oui, des mesures d'évitement de GS, de capture. Mais je dirais que le fonds Excel, ou en fait le Lab Excel, c'est le premier qui a vraiment, je dirais, vraiment incorporé des frameworks ou des cadres d'impact à toutes les étapes de processus d'investissement, que ce soit dans intentionnellement choisir la façon dont on source, la façon dont on va chasser, si on veut, les potentielles entreprises en créant un partenariat avec différents incubateurs, accélérateurs, dont l'impact est parfois et même souvent au cœur de ce qu'ils font. Dans l'analyse dès le départ, pour nous, c'est comme une barrière à l'entrée. S'il n'y a pas cette intentionnalité d'impact dès le départ, on ne va même pas plus loin. On ne va pas regarder le potentiel de retour financier. C'est vraiment comme une barrière. Après ça, dans la façon dont on présente nos mémos d'investissement, dont on fait l'analyse, on utilise les 5 dimensions d'impact comme cadre. Puis d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que là, ça commence à je dirais, susciter la curiosité de d'autres fonds. Fait qu'on va potentiellement faire un pilote avec un fonds plus grand, plus pur VC pour incorporer les 5 dimensions d'impact, même si c'est pas si la prise de décision n'est pas influencée peut-être de la même façon que nous au lab, juste d'avoir cette lentille-là puis de comprendre le potentiel d'impact positif ou négatif d'une entreprise. Je pense que juste de l'avoir devant les yeux va quelque part influencer la prise de décision. Même chose au niveau du reporting puis du suivi. Mais j'ai envie de dire, tu sais, ce qui est pour moi important, puis tu l'as bien nommé, Fauve, on a, mon Dieu, j'ai un blanc. Ouais, j'ai un blanc. Je reviendrai tantôt. Bien, je pense que il y a cette combinaison-là aussi, on le voit, il y a
comme je disais tantôt, les entrepreneurs, vous avez une mission, vous savez où vous allez avec votre compagnie, puis c'est inscrit dans tout ce que vous faites. Certains investisseurs ont ça comme critère premier. Donc, c'est, on parle d'investisseurs qui sont alignés sur l'impact ou impact align, impact first, excuse-moi, impact by design, tu disais, Karen, j'aimais ça. Donc ils vont avoir ça comme premier critère. D'autres, ça va être une conséquence positive additionnelle. Tu sais, les gens sont généralement pas contre la vertu. Donc, on va voir la réalité d'une ronde d'investissement comme vos rondes d'amorçage, c'est qu'il y a plusieurs investisseurs dans votre ronde. Tu sais. Fait que j'aimerais ça parler un petit peu de la dynamique de la ronde d'investissement. Vous avez, on pourrait dire, avec résilience, passé au travers votre ronde de financement. J'aimerais ça qu'on en parle un peu de ça. Ça suscite certaines réactions. Je ne sais pas qui veut commencer. Vas-y, Fauve. OK. Ouais, ben on y est arrivé. Ben c'est drôle parce que comme dit Karine, moi aussi, j'ai eu des investisseurs d'impact puis des investisseurs que pas nécessairement d'impact, mais que ça leur a touché quand même. Fait que moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que on parle quand même à des humains avant de parler à des organisations. Puis rapidement, je voyais que les gens, on touchait beaucoup l'humain. Après, ça dépend du cadre puis des critères d'évaluation puis de l'organisation. Mais ça, c'est une chose. Puis, tu sais, nous autres, rapidement, on était capable de montrer notre impact, même si ça n'a pas été très challengé. Je pense que les gens rapidement comprenaient que le partage peut avoir énormément d'impact. Par contre, après, c'était vraiment le modèle financier. Puis, ce que je me suis rendu compte, c'est que des investisseurs, ils ont quand même besoin de se rattacher à quelque chose qui a existé. Mm-hmm. Donc, je pense que nous autres, c'était beaucoup le challenge à ce niveau-là. Puis, je pense que en impact, mettons, comme quand on parle de la clean tech, mettons plus environnemental, souvent, on va penser aux éoliennes, on va penser à comment on peut trouver de l'ADN ou des formes, des composés qui vont changer, en fait, la façon qu'on produit des choses. Mais nous autres, vu qu'on parlait de communauté, c'est comme si communauté puis faire de l'argent, une grosse dissonance. Donc, tu sais, j'avais beau avoir un message fort, bien souvent, les gens, tu sais, même des investisseurs, un coup, je leur ai présenté, ils étaient comme, OK, wow, le potentiel est là d'un point de vue financier. Ils étaient comme, j'étais sûre que c'était une compagnie Kumbaya que tu allais me présenter, une OBNL, un projet philanthropique. Fait que c'est comme si, nous autres, je pense qu'on ouvre une catégorie. En tout cas, j'ai vu peu d'entreprises où est-ce que créer une communauté peut faire de l'argent, puis c'est comme si c'est mal. Tu sais, il y a comme une petite tension. Puis, en fait, moi, je veux dire de quoi? Parce que moi, ça m'a tout le temps frustrée. C'est comme si une entreprise qui n'est pas là for good peut faire de l'argent, mais une entreprise qui est for good ne peut pas faire de l'argent. C'est comme sale. Puis ça, c'est quelque chose... Puis tu sais, je pense que c'est très québécois. Puis là, je découvre dans d'autres cultures que ça peut être différent. Mais je suis comme, non, une entreprise qui est bonne doit faire de l'argent pour grandir son entreprise. Puis ça me choque. Puis ça, je trouve qu'il faut qu'il y ait comme plus de gens qui portent cette voie-là, parce que je me dis au contraire. Puis fait que ça, il y a une vraie tension, mais ça, c'est pas au niveau investisseur, c'est plus comme des gens la autour. Société, la culture. En fait, on fera pas l'analyse, mais il y a peut-être une racine catholique versus protestante en arrière de ça. Mais les entreprises faisaient beaucoup d'argent. Oui. Mais, donc, en tout cas, ouais, je comprends qu'on veut pas aller là. Non, mais je vais aller là. Je voulais pas dans le côté religieux. Là. Mais je pense que... Oui, pour l'investissement d'impact. Levez-vous! Dites oui! Mais il y a ça aussi, je pense que il y a cette démonstration-là, elle est à faire. Tu sais, ce que tu racontes, c'est que tu as dû faire la démonstration, mais tu as fait le travail qu'il fallait pour faire cette démonstration-là. Tu as monté les modèles, tu as creusé. On a eu des conversations. Moi, j'ai avisé Fauve aussi encore jusqu'à aujourd'hui. Mais tu sais, de dire, OK, ben ça ressemble à Cloud. Parce que quand tu fais quelque chose qui est trop nouveau, les gens ne peuvent pas se rattacher. Fait que, tu sais, toi, tu le conçois dans ta tête en détail, mais les gens à qui tu le présentes n'ont pas toute la perspective. Fait que là, on disait, ça ressemble-tu comme le partager des vélos, partager des autos? Qu'est-ce qui est des modèles de partage? Donc, est-ce que l'économie de partage, elle existe? Mais je pense qu'il faut être capable, quand on est en innovation, de dire, ben c'est similaire ou ça se rattache à X, Y, Z pour être capable de donner aux gens un petit peu ce saut-là de foi, de dire, OK, oui, ça pourrait marcher ton affaire. Tu sais, je pense que dans ton cas aussi, Karine, tu sais, d'arriver à dire, OK, ben on peut utiliser le pouvoir de l'intelligence artificielle pour ce besoin-là, qui est un besoin très ressources humaines, qui n'est pas typiquement un département très cutting edge là, ou très tech, quoi qu'il y a des plateformes. Là, tu sais, fait que, est-ce que tu as eu à te battre un peu pour démontrer la... Oui, ben en fait, c'est comme au début, tu sais, après avoir vu ma sœur en dépression, j'ai
commencé mon entreprise, puis c'était une entreprise de service. Donc, on faisait des formations personnalisées pour les grandes entreprises, des Fortune 500. Et puis, ça a bougé. Okay. Et là, ce qui s'est passé, c'est que c'est la même chose. J'essayais de vendre mon produit ici au Québec, puis c'était comme si hey, t'as pas honte de faire de l'argent là-dessus, ça n'a pas de sens. Puis genre, c'était comme une honte, là. Donc, moi, je me suis dirigée vraiment plus vers les États-Unis rapidement et ça m'a permis de faire de l'argent. Puis, C'est comme un moyen quand même. ouais. Non, ça marchait juste pas ici pour moi, je sais pas. Et donc, c'est ça. Puis, de toute façon, si tu n'es pas à profit, ça réduit beaucoup tes chances d'innover parce que tu as moins. Nous, là, parce qu'on est à profit, là, on est toujours en train de regarder nos compétiteurs, toujours en train de s'assurer que l'innovation est au max, s'assurer que les entreprises switchent ou qu'ils restent avec nous. Tu sais, c'est super important, mais si tu es une OBNL, tu n'as pas autant cette pression-là. Ça fait en sorte que tu as moins d'innovation. Oui. Et donc, pour moi, c'est super important d'innover afin d'avoir un plus grand impact. Donc, c'était tout à fait obligé d'être à profit. Et puis, une des choses que j'ai faites, c'est au départ, moi, vu que j'étais plus aux États-Unis, j'allais dans des événements investisseurs aux États-Unis, puis je lidais plus avec l'impact social, la diversité, équité, inclusion, la conformité et le HR. Et rapidement, les investisseurs me catégorisaient comme genre, t'es impact and that's it. Et ça a été très difficile d'avancer. Donc, j'ai passé le fundraise. J'ai attendu 1 an, puis après, j'ai commencé par c'est quoi la business, c'est pourquoi les entreprises ont besoin de ça, puis voudraient payer pour ça, puis c'est quoi la valeur qu'eux, ils apportent à une augmentation de productivité puis de performance. Oui. Et là, ça a fonctionné. Puis tu es allé chercher des clients, quand même des grands noms là, qui sont tes clients. Oui, j'ai réussi. Ça a pris 4 ans, mais j'ai closé Apple. Merci. Puis NVIDIA aussi. Donc, ça, c'est un de nos clients, un de nos premiers clients, en fait, pour ma compagnie de business. Puis, de service. Mais je voyais que ça prenait comme trop de temps à créer les formations, les réviser, puis la mise à jour était extrêmement chère. Et là, je me suis dit, c'est pas possible que ce soit autant difficile d'avoir accès à de l'information qui est actuelle puis qui est contextualisée à notre rôle. Donc, c'est de là est né Oasis Learning AI. C'était ça l'étincelle, en fait. Oui, ça a été après l'étincelle. Et donc, en 2024, j'ai créé Oasis Learning AI. Puis là, je suis allée voir NVIDIA, puis je dis on veut faire du AI. Puis là, ils sont comme OK. Puis ils ont signé Design Partnership. Puis ils ont été nos premiers bêta users. Puis maintenant, ils sont des clients payants. Mais ça a été vraiment ça qui m'a aidé. Oui, puis cette validation-là est super importante. Parce que entre j'ai une bonne idée, puis ça marche un peu, bien, il y a un signal aussi qui vient par le fait d'aller dans le marché, trouver les clients qui s'intéressent à ça. C'est sûr que comme investisseur, souvent aussi, on est généraliste. Fait qu'on a besoin de signaux additionnels. Fait que c'est ce que j'encourage beaucoup d'entrepreneurs de dire, c'est faites vos premiers prototypes, vos premières preuves de concept. Allez trouver vos alliés dans le marché aussi. Puis, on n'en a pas besoin de tant que ça. Hein. Je répète souvent ce chiffre-là, mais pour faire un changement de société de manière non violente, en plus, ça prend juste 3% de gens qui sont convaincus. Fait que, tu sais, ce que tu disais par rapport aux humains, que ce soit des clients ou des investisseurs, c'est la même chose. Il faut aller trouver la personne. C'est qui la personne qui croit dans ce que je fais, qui va porter mon dossier, qui va être leader dans son organisation pour aller convaincre les gens de la valeur de ce que j'ai. Une fois que cette personne-là a compris ce que vous faites, je pense qu'il y a tout ce processus-là, puis ça, qu'on fasse de l'impact ou pas, ça, c'est la même chose à chaque fois. Tu parlais, Karine, un peu de t'être fait mettre dans une catégorie. Fait que ça, c'est comme un côté un peu sombre de l'impact aussi. Ça peut être utilisé un peu contre nous ou comme un facteur d'exclusion même. Fait que je pense qu'il faut avoir ça en tête. Il faut comprendre à qui on parle. La posture des gens qu'on rencontre, de leur organisation.
Puis les investisseurs, c'est super facile. Moi, je dis que c'est plate, les investisseurs. Vous avez juste à regarder ce qu'ils ont fait dans le passé. Ça va vous dire ce qu'ils vont faire dans le futur. OK? Fait que si dans le passé, ils n'étaient pas intéressés par ces facteurs-là, il y a peu de chances que du jour au lendemain, toute la grande organisation change pour que ça soit important dans le futur. Fait que prenez le temps de faire dans votre propre revue diligente. Hein, les entrepreneurs font la revue diligente des investisseurs. On va en parler de revue diligente, après. Mais ça va dans les deux côtés. Quand vous cherchez des compagnies, dans ton côté, Sarah, c'est des appels à participation. J'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu de comment vous cherchez, vous évaluez les compagnies, puis comment vous les avez trouvés, ces entrepreneurs-là. Je suis curieux de savoir cette histoire-là. J'ai peut-être juste envie, si tu me permets, de prendre un petit pas de recul, parce que j'ai aimé la discussion juste avant. Puis, tu sais, Karine disait, tu sais, être une entrepreneur d'impact, c'est pas toujours un point positif vis-à-vis de certains investisseurs. Puis c'est une des raisons pourquoi on a créé le Lab Excel. On a réalisé que les femmes étaient beaucoup plus nombreuses, disproportionnément plus nombreuses à créer des entreprises, notamment technologiques, avec un objectif d'impact. Puis de l'autre côté, on voyait que les investisseurs les investisseurs plus traditionnels avaient tendance à overlook, à regarder l'impact comme quelque chose qui allait enlever du retour plutôt qu'être un générateur de retour. Mais ce que ça veut dire aussi, puis je vais faire le pont avec la revue diligente, c'est comme investisseurs d'impact qui voulons quand même démontrer puis prouver qu'en fait, c'est possible d'investir dans les entreprises à impact et avoir des retours sur investissement équivalents au marché traditionnel. Bien, ça veut dire qu'on approche notre revue diligente avec beaucoup de rigueur, puis notamment en ce qui a trait au modèle d'affaires. Puis parfois, je reviens un peu au sujet de la culture, parfois, c'est dans le sens aussi, il y a des entrepreneurs qui viennent nous voir, puis parce qu'elles ont vraiment une mission très forte d'impact social, s'attendent à ce qu'automatiquement on investisse, puis même parfois s'offusquent qu'on passe autant de temps à regarder le modèle d'affaires. Oui. Mais la vérité, c'est que c'est pas parce que tu as une mission forte et un impact fort qu'automatiquement, on va investir. On cherche quand même un marché global. On cherche quand même une opportunité massive de croissance. Oui. On cherche quand même des revenus qui sont très alignés à l'impact parce que c'est comme ça, dans le fond, qu'on va générer plus d'impact. Si l'entreprise vend plus, son marché est plus grand, bien, son impact automatiquement va être plus grand aussi si c'est bien incorporé dans le cadre de la mission. Là, fait que oui, la revue diligente, pour répondre à ta question, oui, on va regarder évidemment toute la question de l'intentionnalité de l'impact, le potentiel de l'impact mesurable, mais on va faire comme un investisseur traditionnel aussi, puis on va regarder le marché, on va regarder l'équipe, on va regarder la technologie, on va regarder tous ces fondamentaux-là qui sont essentiels pour qu'une entreprise puisse connaître vraiment une croissance massive sur les marchés internationaux. Là. Oui, puis ça reste dans une dynamique d'investissement. On a soit des co-investisseurs, donc les gens vont être ensemble, mais d'avoir des institutions comme BDC qui le font de façon rigoureuse comme Desjardins, bien, ça vient rassurer aussi les autres investisseurs, des fois, qui sont des anges ou qui sont des plus petits fonds. C'est super important de passer au travers. C'est difficile, c'est très rigoureux, mais en même temps, après ça, on a un saut, en quelque sorte, de qualité et ça permet d'ouvrir des portes. Et c'est une succession, hein, l'investissement, c'est de type capital de risque, on pourrait dire ça comme ça. Donc, on va chercher ces retours-là. Et donc, c'est pas pour tout le monde. Hein. J'en parlais avec les gens d'Esplanade, là, dans les 100 entreprises là, qui ont passé par Esplanade. C'est 100 projets extraordinaires, mais il y en a peut-être juste comme 5% qui sont de type capital de risque, comme Partage Club, qui a passé par Esplanade. Et c'est normal, c'est ça le chiffre. Peu importe qu'il y ait de l'impact ou pas d'impact. Ce n'est pas la majorité des entreprises qui sont destinées à ce chemin-là de croissance puis de développement. Et c'est pas un échec, j'ai envie de dire. Exactement, c'est un modèle. Il y a tellement des belles entreprises qui sont créées, puis qui sont bootstrap, puis qui vont avoir un impact immense en créant de l'emploi de qualité. C'est pas absolument essentiel d'avoir un parcours avec des investisseurs. Je suis d'accord, le monde le prenne mal quand on leur demande des fois, mais pourquoi tu as besoin de VC? Tu pourrais juste comme faire tes affaires, qu'on soit pas dans ton chemin à te dire quoi faire tout le temps, avoir du fun, faire bien du cash, comme ça serait cool, tu sais.
Fait que de votre côté, en termes d'évaluer les compagnies, Ouais. c'est très similaire. Il n'y a Ben, pas de différence ouais. pour vous, là. Je suis d'accord que ça, tu sais, l'analyse d'un projet impact versus autre, ça change pas grand-chose. Puis comme je disais, nous, il y a toujours l'aspect impact qu'on regarde de toute façon. Puis tu sais, ce que j'ajouterais à tout ce que Séverine a dit, qui est très vrai, mais il y a aussi, nous, vu qu'on est early, tu sais, souvent on est dans le pre-seed, tu sais, on est leur premier vrai investisseur. C'est beaucoup les gens. Tu sais, ça change pas. On vous le dit aussi dans de l'investissement régulier, mais ça reste comme... Tu sais, puis je trouve ça drôle parce que petit méta-moment, tu sais, Fauve a parlé de convaincre du monde, puis qu'au début, tu sais, on a fait la même erreur au début. Elle a insisté comme le tabarnak. Parce qu'ils m'ont pas choisi. Non. Tu sais, si vous voulez un masterclass en comment convaincre quelqu'un, là, allez y parler. OK, c'est débile. Maintenant, on est des ultra champions. Puis, tu sais, fait que c'est ça. C'est du monde qui y croit. C'est du monde qu'on se dit. C'est souvent une réflexion qu'on se fait en gang quand on sélectionne. C'est cette personne-là, là, no matter ce qui va arriver, elle va trouver une façon. Si elle pivote, ça va être correct. Si tel marché fail, ça va être correct. Puis cette personne-là est la seule qui m'a prouvé que j'avais tort. Tu sais, des fois, on vous dit concentrez-vous sur un channel, pas 8 en même temps. Non, oui. la Moses, elle les a faites les 5 en même temps, puis elle a réussi dans les 5 en même temps. Moi, j'étais sûr que ça ne marcherait pas devant nos villes. Moi aussi. Fait que, tu sais, ultimement, les gens sont les experts de leur domaine, sont les experts de leur marché, de leur modèle d'affaires, de leur... Oui. Fait que, tu sais, du monde... Puis c'est ça que je voulais dire par un peu craqué. C'est du monde qui y croit, là, big time, OK? Que tu as confiance que comme ils vont y arriver no matter what, puis que toi, tu peux aider en ouvrant les portes, en faisant des trucs. Il y a ça aussi dans l'aspect d'investissement. C'est, je suis la bonne personne, je peux-tu ouvrir des portes, je peux-tu aider, je peux-tu amener quelque chose. Puis tu sais, nous, c'est la raison pour laquelle on va pas plus late stage tant que ça, c'est que rendu là, il y en a d'autres investisseurs bien meilleurs que nous là-dedans. Nous, on est bons dans les années de, du 0 à 1. Tu n'en as pas d'investisseur à ta première levée de fonds. Puis peut-être réinvestir, mais comme c'est pas mal ça, le sweet spot. T'sais. Oui, puis ça, c'est comme dans les premières années là, de la vie d'une compagnie. Je rajouterais peut-être juste un petit truc sur tu sais, les personnes. Tu as tellement raison. Puis ce que j'aime des entrepreneurs à impact, c'est que cette drive-là, souvent, on dirait qu'elle est comme quintuplée parce que, tu sais, c'est comme un entrepreneur ou une entrepreneur qui a une mission plus grande qu'elle-même, tu sais, puis c'est plus grand que de faire de l'argent, là, c'est une passion pour un enjeu, un problème ou tu sais, un changement social. Ça fait en sorte que ça amène beaucoup de résilience. Puis c'est quelque chose qu'on regarde comme investisseur. Mais c'est comme un super pouvoir. Oui, ça fait tellement plaisir quand comme « when they prove us wrong », c'est comme ben, « good for you ». Mais je me souviens, moi, j'avais vu Karine, je pense que c'était une soirée, ça se passe, puis c'était la première fois que j'entendais Karine pitcher. Elle était super nerveuse. Elle a pitché en français, puis d'habitude, tu pitches en anglais. Mais quand même, au travers de tout ça, j'ai fait comme « OK, wow, il se passe quelque chose là, on va aller creuser, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. » Puis je n'étais pas surpris quand j'ai entendu là, que tu avais conclu ta ronde parce que tu avais cette détermination-là. Puis je pense que, tu sais, résilience, détermination, c'est des mots-clés dans notre conversation. Mais c'est pas facile, c'est long là, de lever une ronde de financement. Puis j'aimerais ça peut-être, avant qu'on passe au Q&A, là, aux questions de l'auditoire, peut-être juste vous entendre là, comme entrepreneur, les défis de passer au travers une revue diligente. C'est pas 2 semaines, là. C'est long, ça prend du temps. C'est toujours plus long qu'on aimerait. Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce que vous avez appris? Tu sais, si vous pouviez donner des conseils aux entrepreneurs dans la salle? Ouais, ben moi, j'ai complètement floppé ma raise, ma first raise. Même si j'ai réussi à la fin, mais c'est comme j'étais pas préparée, j'avais pas mon modèle financier de fait, j'avais pas, tu sais, mon data room. Puis moi, j'y allais plus avec, OK, voici nos clients, voici ce qu'on veut faire et tout. Mais pour ce qui est du capital de risque, il faut vraiment avoir beaucoup de documentation qui est prête. Et donc, cette fois-ci, là, je m'en vais raise mon seed round. Puis la BDC, c'est un de mes lead investors. Et ils nous aident, ils ont tellement de ressources, puis c'est vraiment nice parce que là, genre, on se fait, genre, on passe comme 8 heures en personne à se faire, voici comment faire ton modèle financier, voici comment faire tes assumptions, puis tout et tout et tout. Et donc, ça l'aide beaucoup. Puis, faut pas avoir peur de dire que, OK, j'aurais besoin d'un refresher là-dessus, puis... et puis, j'ai l'impression que les investisseurs qui investissent en toi sont souvent ceux à qui tu demandes de l'aide. Puis tu dis, tu sais, cette partie-là, j'ai bien de la misère. Est-ce que vous êtes
tu peux-tu m'aider? Puis les gens aiment aider, puis on dirait que ça leur fait avoir plus confiance dans le sens où, OK, c'est une personne qui va être coachable, c'est une personne qui veut apprendre, qui va pas lâcher le morceau. Il n'y a pas de bullshit non plus. Là. Non, c'est ça. Fait que c'est très... mais tu sais, moi, au départ, j'étais pas sûre. Je pensais que c'était comme une entrevue de job que j'ai jamais réussi à trouver de job anyways. C'est pour ça que j'ai créé ma propre compagnie. Mais comme moi, je voulais juste dire... c'est comme, why didn't you work? Because I never got the jobs. J'étais comme, I need the money. They're like, nah, it wouldn't work. So, bref, j'ai créé mes compagnies. Oui. Là, j'ai une job. Et donc... Et tu crées des jobs. Et je crée des jobs, exactement. Mais c'est souvent comme ça, les entrepreneurs, tu sais, c'est pas grave. Souvent, genre, comme la personne qui a créé WhatsApp, essayé de travailler pour Facebook, ils l'ont jamais accepté. Puis là, finalement, ils l'ont vendu à... Facebook. Ils l'ont acheté. Ouais, Facebook l'a acheté, la personne est rich, so that's gonna be my path. Et, fait que, bon, c'est ça qui est ça. Ben, puis, tu sais, si je peux racheter là-dessus, tu sais, nous, on a le luxe de travailler avec les gens avant d'investir, de prendre la décision, vu qu'on est un accélérateur avant d'être un investisseur. Fait que, tu sais, c'est cette relation-là qu'on bâtit, c'est ça qui va informer dans les faits si on investit ou pas. C'est... Oui, OK, c'est un modèle qui marche tout. Une fois que tu as coché toutes les bases, mais comme si on s'entend pas ou que j'ai l'impression que tu me partages pas l'info qu'il faut ou que j'apprends des affaires on the side, comme ça se passera. Oui. Mais je me souviens quand Sarah et moi, on travaillait pour Founder Fuel, on accompagnait certaines entreprises, puis tu voyais dans notre face que ça ne nous tentait pas de parler à ces gens-là. Ben, c'est pas un bon signe. Il y a quelque chose qui se passe pas, là. On n'avait pas besoin de dire grand-chose. De ton côté, Fauve, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que tu nous partages par rapport à ça? Ben, tu as demandé un conseil pour des entrepreneurs. Fait que j'ai un conseil pour des entrepreneurs, mais j'ai aussi 2 conseils pour des investisseurs. Super. 2 pour 1. Tout. Entrepreneur, moi, je dirais vraiment, tu sais, ayez votre grille de comme qu'est-ce que vous voulez comme investisseur. Puis, allez voir sur le site, allez voir si ça fit parce que vous allez perdre vraiment moins de temps. Par contre, perdre du temps, ça t'aide à comme tester avec des gens que tu veux pas qu'ils investissent, à te préparer pour ceux qui vont potentiellement investir. Donc, c'est toujours très formateur. Mais moi, je dirais que, tu sais, moi, j'ai découvert qu'il y avait des investisseurs en GovTech puis en CivicTech. Puis, tu sais, alors qu'on me disait, tu sais, va pas avec les villes parce que tous les investisseurs haïssent travailler avec des villes parce que les cycles de vente sont plus longs. Mais il y a des fonds qui se spécialisent là-dedans. Donc, tu sais, j'aurais peut-être pu, en fait, accélérer. Donc, ça serait vraiment mon conseil de comprendre le landscape, de s'asseoir avec un entrepreneur qui est proche de ce que vous faites. Puis, déjà là, lui, il a déjà fait un gros screening. Il pourrait vraiment vous aider. Donc, ça serait mon premier point. Puis pour les investisseurs, moi, il y a comme 2 notions que je trouve quand même intéressantes. De un, je trouve que le langage d'investisseurs de VC n'est pas adapté pour l'investissement d'impact. Donc, premièrement, tu sais, souvent on parlait de compétiteurs. Ben, tu sais, pour moi, des compétiteurs qui sont en train de rallier la même mission, c'est vraiment des alliés. Fait que ça, j'ai vraiment de la misère avec la notion de compétiteur parce que, tu sais, comme moi, je veux vraiment que ça arrive. Fait que c'est des gens qui sont dans le partage. Pour moi, c'est des gens qui vont nous aider à arriver. Fait que ça marche pas. Puis la notion de propriété intellectuelle, tu sais, quelqu'un qui trouve un remède contre le cancer, on veut pas qu'il le garde juste pour lui, tu sais. Fait que la notion de propriété, puis je comprends, tu sais, que c'est pour protéger l'entreprise, protéger la valeur, mais je trouve qu'il y a vraiment des dissonances puis il y a du travail à faire parce que c'est un changement de paradigme quand on est dans l'impact. Ça, c'est mon premier. Puis le deuxième, c'est, on parle d'indicateurs d'impact. Je pense que le marché évolue. Tu sais, avant, on disait, on veut de l'impact, puis rendu dans due deal, on posait plus de questions. Maintenant, il y a des indicateurs. On me challenge pas beaucoup, mais tu sais, je vois que c'est correct. On est tous en train d'apprendre. Fait que ça, c'est bien. Mais une métrique que j'aimerais voir dans des due deals, c'est, on parle souvent de Total Addressable Market. J'aimerais qu'on parle de Total Addressable Impact. Donc, de dire, moi, dans le partage, combien en termes de GS, tu sais, je pourrais jamais comme toucher au niveau des avions, comment qu'il y a de... Tu sais, ça, c'est pas l'impact sur lequel je peux toucher. C'est quoi ma paille dans le GS que moi, je peux toucher? Puis si tout le monde se met à partager, ça représente quoi? De faire cet exercice-là de Total Addressable Impact, je trouve ça vraiment pertinent. Puis c'est là que tu dis comme, oh, wow, cette entreprise-là pourrait avoir énormément d'impact. Parce que des fois, sur le papier, ah ouais, j'ai ça comme impact, mais finalement, quand tu mesures, c'est tellement petit comme impact, tu sais, comme, je comprends que t'aides. Mais ça, c'est vraiment une notion que j'aimerais qui arrive. Donc, voilà.
Merci, Fauve. Ben, je pense que c'est un exercice, puis on l'a publié sur le YouTube de Civic. Vous allez voir, tu as travaillé avec une chercheure aussi pour évaluer ça. Que j'ai engagé. Que tu as engagé après, ça s'est très bien passé. Mais cette idée-là aussi qui est difficile en impact quand même, c'est que si on veut prouver puis mesurer qu'il y a un impact réel, on doit établir un peu la situation de base. Donc, s'il n'y a pas de changement, quelle est la situation aujourd'hui? Et c'était, dans votre cas, c'était entre autres au niveau des déchets pour les villes. Donc, ça, c'est des données qu'on peut aller chercher. Donc, le processus rigoureux, c'était de dire, OK, ben c'est quoi les déchets moyens pour les consommateurs, les consommatrices canadiennes, les déchets, les achats. Fait qu'à partir de ces données-là qui existent, ils ont pu construire un cas qui dit, OK, ben quand les gens partagent, à chaque partage, il y a tel impact environnemental, en plus de l'impact social, parce que ça rapproche les gens. Ça, c'est encore peut-être à mesurer encore plus. Mais il y avait vraiment ces deux côtés-là, puis il y avait une rigueur dans ça. Fait que même si on n'a pas aujourd'hui tous les chiffres, on peut se faire une projection et dire, OK, ben si ça marche de mieux en mieux, puis je me souviens pas, c'était comme 80 ou 90 fois que les gens pouvaient partager par année, par mois. La notion, c'est les gens vont peut-être partager une fois dans l'année. Sur l'application, actuellement, on est comme à 3. On veut amener à 12, une fois par mois. Mais le potentiel pour un foyer canadien, c'est 89 fois par an. Oui, qu'il y a des besoins qui pourraient être comblés par emprunter à quelqu'un au lieu d'autre. des acheter, des emprunter. Ouais. C'est ça. Puis je pense que ça, tu sais, comme dans ton cas, tu vas les établir, ces données-là, ces métriques-là, parce que là, tu commences à avoir des données d'utilisation aussi. Oui, mais en fait, nous, de notre côté, c'est assez simple. On est capable de dire, par exemple, l'année passée, il y a 42 000 personnes qui ont pris nos formations. Et donc ça, c'est beaucoup de personnes qui ont été impactées. Et de ceux-là, 95% sont des personnes de première ligne, qui travaillent en première ligne. Et donc ça, c'est des données qu'on a remis à la fin de l'année. OK, fait qu'il y a déjà ces données-là. Oui, qui démontrent l'impact. Puis une des histoires, c'est que, tu t'attends, NVIDIA, c'est une grosse compagnie et tout, mais c'est dur à imaginer, mais je n'avais jamais donné de formation en espagnol pour leurs employés qui parlent espagnol. Et les employés en entretien puis en gestion des déchets, par exemple, sont beaucoup les employés espagnols. Puis grâce à Oasis, pour la première fois, ils ont eu accès à de la formation en espagnol afin d'avoir l'information de façon claire, avoir moins de risques pour leur santé ou il y a plein de hazards qui sont possibles. Puis là, on est en train de former des gens dans les laboratoires sur la sécurité. Pour NVIDIA aussi. Donc, c'est vraiment comme tu t'attends vraiment à ce que NVIDIA ait déjà fait ça, mais ce n'est pas le cas. Oui. Et donc, nous, on est très, très contents de pouvoir, à la fin de l'année, démontrer, OK, c'est tel nombre de personnes qu'on a impactées, puis le pourcentage de personnes qui sont en première ligne. Donc, qui veut dire que souvent, ils sont de communautés sous-représentées. Oui. Super, génial. Du côté de l'investissement, est-ce qu'il y a des choses que vous allez suivre après l'investissement? Je serais curieux de vous entendre là-dessus, peut-être avant qu'on passe à la question de la salle. Oui, bien, tu sais, dans le fond, les KPIs d'impact, on les crée avec les entreprises dans lesquelles on investit. Puis c'est sûr qu'un peu comme Sarah aussi, on investit très tôt. Donc, 70% de notre portefeuille, c'est du pre-seed, 30% du seed. Donc, tu sais, c'est des stades de développement où c'est pas toujours évident. Là. Fauve est vraiment en avance. Vraiment, tu sais, c'est un exemple, probablement l'entreprise la plus avancée de notre portefeuille en termes de vraiment détermination des mesures d'impact puis tout ça. Mais c'est pas toujours évident. Fait que un des objectifs qu'on se donne, c'est justement d'accompagner les entreprises de notre portefeuille. Ça se développe ensemble, Ça se développe ensemble. On les accompagne aussi dans la création de leur théorie de changement, qui est un peu comme leur plan stratégique d'impact. C'est quoi le changement qu'ils veulent créer avec leur entreprise, puis en quoi ça va se traduire en matière de KPIs. Mais entre le moment de les identifier, ces KPIs-là, puis d'être capable de les mesurer, bien, des fois, il y a aussi des choses à mettre en place. Des étapes supplémentaires. Puis quand l'entreprise grandit puis a plus les moyens, bien là, c'est plus facile des fois d'aller chercher aussi des consultants externes ou des third parties, pour venir vérifier les données. Mais notre objectif, c'est de donner les fondations solides à ces entreprises-là pour quand elles vont grandir puis quand elles vont aller lever d'autres capitaux près de hopefully d'autres investisseurs d'impact plus avancés dans la chaîne, qu'elles soient capables de parler le langage, qu'elles ont commencé à déterminer leur KPI, qu'elles ont commencé à en mesurer certains, puis que ça soit
communiquer d'une façon qui parle Oui. à ces grands investisseurs d'impact. Ça, c'est tout le côté lab, justement, Ouais. de ce que vous faites qui est différent là, de la Ouais. plupart des autres fonds. Là. Cet Ouais. accompagnement-là, justement, de journée d'accompagnement, tout ça, Ouais. c'est pas typique là, pour les investisseurs traditionnels. Non. Nous, on a la chance, la façon dont on roule l'accélérateur, c'est qu'on a, mettons, 50-70 experts dans plein de domaines différents. Puis on va aller, prendre dépendamment de ce qui se passe dans la compagnie, on va aller chercher 2-3 personnes avec qui travailler directement pour régler des challenges, des défis, des trucs comme ça. Puis on le dit souvent, là, un investissement, c'est comme un mariage, on est pognés ensemble après. Là. Fait que je choisis comme il faut. Mais aussi, nous, ça fait que, veux pas, c'est à notre avantage aussi que nos entreprises aient bien. Fait que, ces experts-là restent à disposition. Nous, on a un budget opérationnel pour de l'accompagnement qui est techniquement pour des startups en programme, mais on s'entend pour nos alumnes, on va surtout les investissements, on va faire des exceptions. On va aller, tu as le goût de réviser ton modèle financier, on va aller le chercher, le CFO d'une grande entreprise qui va te dire comment parler à ce monde-là. Tu as des problèmes en vente, on va te trouver quelqu'un pour comme brainstorm un 4-5 heures. Tu sais, fait que le soutien ne vient pas toujours de nous directement. Il y a comme le réseau Tout aussi. le Parce réseau, qu'on oui. est une micro-équipe, là. Fait qu'à un moment donné, ça vient rochant. Mais, tu sais, le réseau qu'on a pour venir aider est quand même impressionnant. Oui, Fait que, Oui, puis c'est souvent de pointe, c'est des gens très précis. Puis vous allez les assembler aux besoins des différentes entreprises. Moi, c'est ce que j'ai toujours aimé dans le modèle. Ben, c'est ça qui est niaiseux. Tu sais, on a une personne de SEO, puis on pourrait croire, tu sais, le SEO, c'est tellement niche, c'est vraiment important. Mais comme, turns out, c'est assez systématique. Après, c'est souvent 2-3 mois après avoir fini le programme. Là, soudainement, là, c'est comme, OK, commercialisation, là, ça urge. Puis là, c'est comme, OK, mais du SEO, ça marche comment? Fait que là, on poke Simon. Puis, ils passent une couple d'heures avec eux juste pour leur montrer comment ça marche. Puis, that's it. C'est juste mini-interaction. On essaie d'être aussi efficace qu'on peut en étant le moins disruptive possible. Mais dans les faits, l'apport reste assez impressionnant. Oui. Super. On va prendre des questions, mais juste avant les questions, on aurait 2 petites interventions. J'ai Lynn que j'inviterais. Il vient déjà nous dire un petit mot sur les cercles d'investissement, Lynn. Et est-ce que Florian est là aussi? Il n'est pas là, je dirais un petit mot pour lui. Ouais. Allô! Merci de venir un lundi matin. C'était super. Merci beaucoup, les panélistes. Quand Sylvain et moi, on a décidé de créer Civic, c'était pour améliorer la pratique, professionnaliser et donner de la rigueur à notre métier. Donc, on fait ces événements-là pour un grand public, mais on trouvait que c'était aussi important de créer un environnement petit de confiance où les gens pouvaient échanger sur des problèmes vraiment spécifiques. Donc, on a créé les cercles en collaboration avec Impact VC, qui est une organisation liée à Better Society Capital in the UK, qui est financée par Realize. Et en fait, c'est les cercles, le principe, c'est 10 sessions avec un mini-groupe entre 8 et 10 personnes, et on discute de sujets d'impact qui intéressent les membres du groupe. Et donc, je vous donne un exemple, le due diligence sur l'IA. Donc, comment on pratique le due diligence sur l'IA. L'autre truc, c'est comment on analyse le risque d'impact, donc positif, négatif. On va avoir des rapports, on termine là une première cohorte, et on va avoir des rapports qui vont sortir là-dessus, donc vous pourrez lire un peu là-dessus. Mais la raison pour laquelle je suis ici et je vous en parle, c'est qu'on fait juste lever la main qui sont des investisseurs d'impact. Et pour nous, c'est si on fait des investissements en direct, donc, et que vous considérez l'impact. Investissement d'impact en direct. 2, 3, 4. Ouais. Plus ça sur scène. OK. Donc, ça s'adresse aux investisseurs d'impact direct et on va avoir une session gratuite pour ceux et celles, en fait, qui ont envie de voir quelle est la dynamique, comment ça se passe. Ça va être au mois fin avril, début mai. Là, la date est à confirmer, mais abonnez-vous à LinkedIn sur notre réseau. Voilà. Merci Yannick. Et donc, vous pourriez voir, en fait, ça va être le dernier cercle des 10 cercles qu'on a fait avec cette cohorte-là. Donc, on va l'ouvrir et si vous voulez vous joindre à nous, ça nous ferait vraiment plaisir. Donc, voilà. Sylvain, Yannick, est-ce que j'oublie quelque chose? Non, je pense que ça fait le tour. Tu sais, l'idée, c'est de vraiment d'avoir un je parlais tantôt, dans différentes organisations, il y a des personnes plus intéressées par l'investissement d'impact.
Ça n'a pas besoin d'être une directive qui vient du PDG ou de la PDG de votre organisation. Parce que vous êtes curieux, curieuse, puis vous avez envie comme investisseur de développer vos compétences. Puis on va l'ouvrir aux anges investisseurs aussi. Fait que ange, vous êtes analyste ou si vous travaillez dans une organisation là, qui est autour de l'investissement pour les entrepreneurs, écrivez-nous. Puis cette année, on est en conception. Fait que l'idée de l'ouvrir puis de parler avec vous, c'est on est très ouvert à vos commentaires pour améliorer le programme. On a eu des super belles discussions. Une de mes préférées que Lynn a animée cette année, c'était une plateforme qui permettait d'offrir des soins à domicile, mais c'était des gens qui étaient des pigistes. Fait que là, il y avait comme toute une discussion de dire est-ce que c'est au détriment du système public d'offrir du privé en soins de la santé à domicile? Mais il y a tellement besoin de soutien en soins à santé à domicile, on a besoin de développer plus de capacités. Fait que c'est ce genre de questions pas si facile à régler. Puis l'approche qu'on avait prise, il y avait une équipe bleue puis une équipe rouge, une équipe pour et contre, et ça a donné lieu à certains débats assez mémorables sur pourquoi, pour ou contre. Mais on le fait aussi, c'est sur l'heure du lunch. C'est pas canadien, donc c'est en ligne. Fait que ça permet là, de développer votre pratique, de s'affûter un peu par rapport à ces thématiques-là. Fait que vous êtes... Puis on a eu un cercle aussi sur comment lever des fonds en tant qu'investisseur en impact. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on n'en parle pas? Est-ce qu'on a 2 présentations, une d'impact, une pas d'impact? Donc, on a eu toutes ces conversations-là. Qu'est-ce qui marche pas. Donc, c'est vraiment, puis on fait en sorte, en fait, que c'est vraiment privé et qu'il y a un sentiment là, qu'on puisse vraiment partager ouvertement là, avec nos collègues. Donc, voilà. Merci, Lynn. Bye. Dans la foulée aussi, c'est ça, donc on organise les cercles qui vont se relancer pour la prochaine année. On a... aussi, on va être présent puis on va animer au Forum de la finance durable. Donc, ceux qui connaissent, c'est au début du mois de juin. C'est 3 jours. Il y a des gens de l'international qui viennent à Montréal. C'est organisé par nos amis chez Finance Montréal. Donc, on a la chance d'avoir là, des conférencières, des conférenciers internationaux qui s'intéressent à tous les enjeux de la finance durable. Donc, ils seront ici au début du mois de juin. Donc, vous irez voir sur le site de Finance Montréal, il y a toutes les informations. Je pense que de mémoire, là, c'est 2, 3, 4 juin, quelque chose comme ça. Et en juillet, on va vous confirmer la date exacte, 8-9 juillet, je pense, on va avoir Impact Fest. Donc, on revient pour une 3e année sur toutes nos thématiques d'impact. Donc, une version un peu plus longue de ce que vous avez vu ce matin qui dure une demi-journée. Et on va revenir encore une fois avec le prix d'investissement d'impact. L'année dernière, on avait pu annoncer 250 000 $ de prix d'investissement dans 2 compagnies d'impact. Il y a 400 compagnies qui avaient appliqué. C'est plus qu'on pensait. Ça a été difficile à gérer. Peut-être qu'on a besoin d'AI. On en discutera avec certaines d'entre vous. Pour faire cette évaluation-là. Et puis, on avait eu top 3 finalistes. Les anges avaient levé la main pour investir 10 000 $ chaque. Puis, on avait eu plus d'intérêt. On en voulait 10, on en a eu 15. Donc, on a pu investir 150 000 $ et la BDC nous avait offert d'évaluer si c'était une femme entrepreneur qui gagnait le premier prix. C'est ce qui est arrivé. Et donc, la BDC a aussi là, participé à ce prix-là. Donc, on a fait l'annonce. On verra ce qui se passe avec les compagnies. Hein. Ça prend quelques années pour voir qu'est-ce qui se passe après avec tout ça. Mais donc, mettez ça dans vos calendriers en juin, en juillet pour la suite. On se donne peut-être un 10-15 minutes de questions de la salle, là, Yannick. Est-ce qu'on est bon dans le timing? Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir un micro peut-être pour... On va prendre les mêmes micros, parfait. Questions, commentaires? Oui, à l'arrière ici, oui. Alexandra, si je vois bien, en dessous du spot bleu. Là. Absolument, Alexandra. Peut-être pour continuer, Sylvain, merci beaucoup pour le panel. Tu nous as tissé un petit peu sur les processus d'investissement. Je serais curieuse d'avoir la perspective à la fois entrepreneur et aussi investisseur d'impact sur la notion d'exit, en quelque sorte, ou de sortie. Et est-ce que pour vous, c'est plutôt une responsabilité de l'investisseur de se dire, voilà, j'ai travaillé fort, j'ai pu accompagner ce que je pouvais accompagner, maintenant je laisse ma place. Est-ce que c'est plutôt du côté des entrepreneurs de se dire, OK, là j'ai besoin du prochain niveau, j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Comment vous voyez un petit peu ça? Et la question sous-jacente, c'est aussi ensuite en termes de retour financier, retour extra-financier, comment est-ce qu'on voit qu'est-ce qui a été un succès, en quelque sorte? Est-ce qu'il y a ces conversations
en termes de sortie où, OK, on a eu du succès sur ça, on a eu du succès sur cette dimension et peut-être moins sur l'autre. Oui, la préface, c'est qu'on est encore tôt dans le cycle, mais je vais vous laisser répondre peut-être un peu plus en détail si vous avez quelque chose à ajouter sur les sorties. Comment on réfléchit aux sorties? Sa sortie soi-même de la compagnie ou même la sortie ultimement de la compagnie? Parce que si on est en modèle capital de risque, ça vient avec une sortie. Est-ce qu'on a réfléchi à ça ou il est trop tôt? Vas-y. Tu sais, moi, rapidement, quand j'ai rencontré des investisseurs, on m'a parlé c'est quoi la stratégie d'exit. Puis je trouve ça drôle parce que c'est comme si tu étais en train d'enfanter un enfant, puis on dit toujours qui va l'adopter. Puis je trouve que c'est comme. Ça a tout le temps été difficile, mais rapidement, on m'a posé les questions, donc je me les suis posées plus tôt que tard. Puis moi, ma vision, j'ai toujours dit, tu sais, peut-être que moi, je ne serai pas toujours la bonne personne pour mener à bon terme l'entreprise. Puis je pense que ça va être de trouver une organisation, une entité qui va être capable de pouvoir grandir la mission. Puis, tu sais, nous, nos valeurs sont hyper importantes. Puis, j'ai toujours eu des questions très difficiles avec les investisseurs là-dessus. Tu sais, des fois, quand il y avait c'était comme flou. Tu sais, nous autres, on est vraiment là pour améliorer la société. Si un jour, on se rend compte que le partage, les gens veulent rien savoir, ça marche pas, puis qu'une entreprise qui promouvoit vraiment beaucoup la consommation voudrait nous racheter pour faire des petits bouts de quelque chose avec la technologie, j'aurais pas de problème à la vente. Par contre, si on voudrait pour anéantir ma mission puis parce qu'on prend trop de place, même pour beaucoup d'argent, pour moi, ça ferait un non-sens. Fait que moi, j'ai eu des questions très pointues par rapport à ça puis dire comment tu te sens investisseur par rapport à ça parce que ça pourrait peut-être arriver. Puis je trouve que c'est vraiment mieux d'avoir ces questions-là avant le mariage parce que ça l'évite vraiment en termes de gouvernance. Puis, j'ai identifié plein d'organisations. En fait, on s'est déjà fait approcher, nous autres, pour se faire acheter. Puis, je vois le potentiel de que ça pourrait amener une autre entreprise ou une autre organisation qui voudrait. Donc, pour moi, il y a plein d'avenues possibles, mais la mission puis les raisons d'être, même j'étais en réflexion, puis bon, il y a certains investisseurs ici qui savent, je sais pas si vous êtes au courant, là, je l'ai peut-être pas encore dit, mais en Europe, on peut mettre dans les bails-là, en fait, la mission d'être de l'entreprise. Donc, je suis vraiment en réflexion à voir, je sais même pas légalement comment qu'on peut changer ça, mais c'est quelque chose que j'étais en réflexion parce que la mission est vraiment au cœur de pourquoi on fait les choses. Voilà. Ben, je suis un peu d'accord avec Fauve dans le sens où au stade où nous on investit, c'est vraiment, vraiment tôt. Fait que tu sais, si t'es en train de lever ton pre-seed, te demander ton exit strategy, ben OK, mais tu sais, même tes états financiers, il y a un saying qu'on dit que la seule chose qu'on sait à propos de tes états financiers, c'est qu'ils vont être pas corrects. Fait que tu sais, je veux dire, c'est cute d'essayer d'estimer, de prédire le futur, mais tu sais, moi, c'est pas un exercice que j'essaie de faire trop souvent parce qu'on peut être surpris des fois. Puis aussi, je me dis, tu sais, quand je disais qu'on était un peu patient, that's what I mean aussi. Oui. Des jardins pas connus pour exister rapidement les compagnies. Non, on va jamais mettre de pression pour ces choses-là. Puis, tu sais, nous, on est même très satisfaits. Si nous, on voit que, tu sais, ah oui, il y a des gens qui pourraient racheter ça maintenant, on voit clairement l'intérêt, that's enough for me. Puis, tu sais, il y a aussi d'autres façons d'exit que juste un exit en tant qu'investisseur. Fait qu'on est game d'explorer ça. Là. Oui. Donc, de mon côté, je vois l'exit comme quelque chose qui est positif parce que si on se fait acquérir ou qu'on IPO, ben c'est pas un exit IPO, right? Oui. Okay. Les investisseurs font de l'argent. OK. et mesurent leur impact. OK, c'est ça. Ouais, selon moi, c'est une façon de multiplier notre impact parce que s'ils peuvent utiliser comme l'engin d'Oasis à plusieurs niveaux, parce que nous, la façon qu'on voit ça, c'est de croître de façon horizontale dans une entreprise. Donc, que notre engin puisse être utilisé pour mettre à jour la documentation pour des formations, mais aussi pour l'actualisation de la vente ou de la conformité ou les opérations. Donc, selon moi, si on exit, c'est vraiment bien parce que comme ça, on va avoir encore plus un plus grand impact. Puis, moi, je suis très, ben, tu sais, on lit beaucoup de business books, de livres en commerce. Et puis, on voit bien que tu peux pas, c'est rare, là, que pendant 10 ans, c'est le même PDG, mais après, il faut que ça bouge, ça peut devoir bouger avant. Moi, je suis une personne qui aime prendre des risques, qui aime aller dans des endroits qui sont absolument pas touchés, puis, tu sais, comme être la première, puis que ce soit vraiment tough.
c'est mes traumas d'enfance. Donc, ça fait en sorte, que je suis comme ça. Mais, tu sais, à un moment donné, ce sera pas une PDG comme ça que la compagnie va avoir de besoin. Puis moi, je vais être tout à fait correcte de take a step back, aller sur le board ou passer une année au Bahamas, là, peu importe. Bonjour Alexandra, contente de te voir en personne. Pour l'exit, ben un peu comme vous, pour le Lab Excel, on investit tellement tôt, puis c'est une perte relative avec le temps là, de ownership qu'on va avoir dans l'entreprise. Donc, oui, on réfléchit à l'exit, puis notre espoir comme investisseur d'impact, c'est que cet exit-là ne va pas mettre en géopardie la mission d'impact de l'entreprise, mais disons qu'on est conscient que notre influence va être relativement minime rendue là. Par contre, avec le fonds Excel Reprenariat, où là, on investit pour aider des femmes à acquérir des entreprises existantes, les discussions autour de l'exit sont très différentes parce que dans ce cas-là, ça peut arriver beaucoup plus vite, typiquement entre 5 et 7 ans. Mais ça nous permet aussi de réfléchir à l'exit d'une autre façon, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, déjà, si c'est la volonté de l'entrepreneur, trouver des mécanismes pour qu'elle puisse nous racheter puis augmenter son propre contrôle sur l'entreprise au fur et à mesure que cette entreprise l'avance. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que là, l'entrepreneur a davantage les moyens de ses ambitions puis de préserver l'impact de l'entreprise si c'est au cœur de sa mission aussi. Là. Ben c'est ça. Fait il y a une architecture qu'on peut mettre en place aussi pour ça. Il y a tout un volet aussi d'actionnariat des employés qui est intéressant, qu'on voit, qui se met en place. D'ailleurs, moi, j'ai toujours trouvé que les compagnies tech faisaient un peu ça par défaut, mais que toutes les compagnies devraient faire ça. Si ta mission, tes employés croient en ta mission, ils devraient être actionnaires de... Tout le monde devrait partager les quand ça va bien. Fait que je pense que c'est une question qui est une bonne question. Je pense qu'on en a encore pour quelques années à creuser ça. Dans d'autres secteurs où l'impact est là depuis plus longtemps, on commence à avoir des réflexions, mais c'est ça. Le risque important, c'est de perdre la mission, de perdre des valeurs. Et pour avoir été dans une compagnie, là, quand je travaillais à San Francisco pour une grande compagnie tech, on en faisait une par mois, une acquisition. Les entrepreneurs ne restent pas si longtemps. Puis la mission est intégrée, dissoute en quelque part dans le roadmap puis dans les priorités de l'acquéreur. Fait que c'est pas garanti non plus. Même si ce que les gens disent et espèrent avant l'acquisition, puis ce qui se passe pour vrai après, il y a quand même toute une marge. Fait que je pense que ce que Séverine mentionne sur le fait d'avoir des entreprises qui sont saines, qui sont bien gérées, qui ont des leviers de décision, puis ça revient beaucoup à la gouvernance. On n'en a pas parlé ce matin là, parce que en early stage, c'est un peu moins un sujet, là, mais plus les compagnies sont avancées, plus la gouvernance est importante et plus comme actionnaire et investisseur, on a un pouvoir pour influencer de façon positive ces compagnies-là. Ça serait un bon sujet pour un prochain Impact for Breakfast. Je garde ça en note. Peut-être une dernière question avant que je vous laisse aller, Laurent? Oui, c'est une question pour les entrepreneurs dans le cadre de votre levée de fonds. Est-ce que vous avez eu un soutien de la communauté des entrepreneurs? Quel type de soutien vous avez eu ou quel type de soutien vous auriez aimé? Puis, je vais restreindre la communauté d'entrepreneurs peut-être d'impact. Selon moi, l'impact était tellement intrinsèque, puis c'était vraiment comme la seule chose qui comptait, que je suis allée chercher de l'aide plus vers des entrepreneurs qui sont pas nécessairement d'impact. Okay. Parce que c'était vraiment le côté business, scalability, comment parler avec les investisseurs en capital de risque qui était important pour moi. Il y a tellement d'hommes qui m'ont aidé, c'est comme incroyable. On dirait que, puis tu sais, tout ce qu'ils me disaient, c'était toujours, moi je suis rendue ici à cause qu'il y a eu plein d'entrepreneurs qui m'ont aidé, donc n'ayez pas peur de demander des questions. Les gens aident et ils aiment bien aider, puis souvent, malheureusement, c'est souvent des hommes qui ont été très successful, puis que c'est eux qui détiennent beaucoup de connaissances par rapport à comment naviguer la levée de fonds. Et puis, c'est ça que j'ai fait. Mais il y a des conseils, par contre, qui m'ont été donnés par des hommes qui ne s'appliquent pas très bien avec moi, parce que quand ça sort de ma bouche, là, c'est comme... tu sais, c'est pas nécessairement autant bien perçu. Par exemple, négocier de façon plus tough. Non. Ça marche pas. Fait qu'il faut juste comme
Mais c'est ça, double standard. Mais de mon côté, les entrepreneurs hommes m'ont aidé de façon incroyable. Donc, ça, je vais toujours être reconnaissante. Moi, je dirais que, moi et Karine, on s'est aidés, en fait. Surprise, surprise! Ouais, non, vrai. mais c'est On est vrai. cousines parce qu'on a le même investisseur. Ouais. C'est ça, cousine d'investissement. Ouais. Mais, tu sais, les entrepreneurs, tu sais, des fois, moi, j'ai eu des entrepreneurs que je sais qui avaient parlé avec tel fonds, j'étais en négociation, tu sais, on s'appelle, puis c'est comme, ils t'ont-tu négocié sur telle clause? Attends, mais moi, je suis pas sûre, puis ils t'ont dit ça. Ah ouais, ils t'ont dit ça, moi, ils m'ont pas dit ça. Fait que, tu sais, honnêtement, je trouve qu'il y avait une belle fraternité de dire justement d'être dans un cercle fermé. On a créé en fait, moi aussi, puis Lara de Iris Arlot, un groupe de femmes entrepreneurs qui s'appelle les Faux-là, Fauve-là, Faux-là, Faux-là qu'on se parle, ça a fini là. C'était notre gros branding en 5 secondes. On s'est dit qu'on avait assez d'énergie à mettre ailleurs, mais on se crée ces lieux-là pour pouvoir justement se parler entre nous autres. Puis c'est drôle parce que la première fois qu'on s'est parlé, c'était toutes des femmes entrepreneurs. Puis là, on s'est toutes dit comme hey, on va se le dire, des hommes entrepreneurs, la première chose que ça dit, c'est quoi ton chiffre d'affaires? Puis nous autres, les femmes, quand on se fait dire ça, c'est comme, voyons donc, tu me demandes ça, tu sais, c'est comme, il y a vraiment comme des codes différents. Donc, moi, j'ai vraiment créé ce soutien-là. Même, j'ai déjà eu une femme entrepreneur aussi, j'étais comme, je t'en t'es comme, mais là, j'ai checké tes chiffres. T'es sûr que tu veux lever? Genre, comme, pourquoi tu te bootstrappes pas? Puis t'es sûr que t'en as besoin là? Tu devrais attendre plus longtemps. Tu sais, comme des vraies questions, no bullshit, d'entraide. Puis de se dire les vraies affaires. Puis, tu sais, c'est un petit monde. Puis ça, je trouve ça important, le petit côté sécuritaire parce que les investisseurs se parlent. Fait pourquoi que les entrepreneurs se parleraient pas? Bien entendu. Bien entendu. Donc, ouais, j'ai eu beaucoup de soutien. Puis j'ai des entrepreneurs aussi qui m'ont raconté leurs histoires d'horreur d'investissement. Puis je pense qu'une des thématiques, moi, c'était l'intuition. Puis tu sais, j'étais comme, mais avant de signer, tu le sentais-tu? Ouais, mais on m'avait dit, c'est pas un partner, c'est un investisseur. Puis tout ça, j'étais comme, il dit avoir su, je l'aurais jamais fait. Fait que je pense le côté intuitif, le côté... En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de support. Puis j'invite les entrepreneurs à reach out aux autres entrepreneurs. Ouais, voilà. Ouais, là, c'est genre n'importe qui reach out. Moi, c'est sûr et certain que je prends un virtual chat puis que j'aide, c'est sûr et certain, parce que c'est la seule façon d'y arriver. C'est tellement difficile d'être entrepreneur. Merci. Une dernière question, oui, en arrière? Oui, Pierre-Laurent. Après, on va conclure sur ça. On va retourner au muffin. On y arrive. Bonjour. Oh, vous m'entendez? Je pense que je vais peut-être rebondir sur ton dernier point, là, Fauve, côté de l'intuition. On parle souvent sur des cycles d'investissement, on parle de mariage, là, c'est un mariage long terme. Mais d'abord, comme entendu, l'entrepreneur peut changer sur cette période d'investissement. Aussi, ton investisseur peut changer. Il y a beaucoup de relèves et de changements du côté de l'investisseur. Donc, comment est-ce que vous réfléchissez à ça, le maintien de l'alignement, autant de l'investisseur vers l'entrepreneur que dans l'autre sens, à travers le temps, sur la durée en fait de votre investissement ou de votre engagement avec un investisseur? Moi, je réponds là, moi, c'est quelque chose qui me stresse. Tu sais, des fois, je me dis, je bâtis une relation d'affaires avec comme une personne dans une organisation, mais je sais que cette personne-là, tu sais, elle va peut-être pas nécessairement rester. Puis, tu sais, je fais confiance à cette personne-là. Donc, moi, maintenant, c'est pas juste une personne, mais c'est aussi l'organisation, tu sais, parce que oui, il y a des anges financiers avec qui j'ai dealé, que je sais que ça va être avec eux autres jusqu'au bout. En tout cas, j'espère. Des fois, il y a des héritages et tout ça. Mais tout ça pour dire que moi, c'est de savoir d'où l'argent vient. Mm-hmm. Puis comprendre comment l'organisation, c'est quoi sa gouvernance. C'est une question que je me pose de plus en plus. Même, je pense que j'ai des discussions aussi à un moment donné d'environnement puis d'impact. Puis, tu sais, je parlais avec Sylvain de dire, tu sais, le scope 3, là, les funds de fund, ça vient d'où? Là? Est-ce qu'on regarde des fois le scope au niveau fournisseur, mais est-ce qu'on le fait, le scope au niveau de d'où l'argent vient? C'est qui les investisseurs de tes investisseurs? Ouais, puis comme d'où vient l'argent, elle a été produite, comment cet argent-là qui est investi dans ton entreprise. Ça, je trouve ça super intéressant. Puis je me pose de plus en plus cette question-là. Puis je fais un petit parallèle aussi au niveau de l'intuition. Mais moi, j'ai eu une conférence avec Mélanie Jean, qui est une entrepreneure autochtone, qui, si vous avez la chance d'aller voir des conférences de Mélanie, je vous le recommande. Puis à un moment donné, elle a dit quelque chose qui résonne encore en moi. Elle m'a dit, il n'y aura jamais un contrat qui va te protéger d'une relation avec laquelle tu ne fais pas confiance.
Et ça, pour moi, ça a été clé avec des investisseurs. C'est comme, même si j'ai beau avoir des bons avocats, si je le file pas, je le fais pas. Puis, c'est ce que j'aurais à dire. Ouais, c'est à peu près la même chose pour moi. J'ai refusé quelques investisseurs parce que il y en avait un, c'était un groupe d'anges, puis comme j'ai fait avec Fauve, on se parle. J'avais parlé avec un autre de leur portfolio company, et c'était un homme blanc, puis il y avait moi. Et là, on se parlait, puis je voyais que les questions qu'il me posait, puis les limites qu'il me mettait, c'était tellement différent. C'était comme flagrant. Ou par exemple, je disais que je m'en allais aux Philippines, OK, en backpack, là, pour mes 2 semaines de vacances. Puis, ils ont eu des commentaires là-dessus, de comment ça qu'elle part en voyage. C'est un peu bizarre, comment qu'elle dépense l'argent. Tandis que l'homme blanc, l'autre entrepreneur, lui était allé en Italie. Qu'est-ce qui coûte plus cher? Puis, ils ont investi dans lui, là. Je veux dire, puis là, j'étais comme, ouais, non, ça va pas marcher. Fait que, tu sais, c'est comme, tu me traites différent, tu me questionnes de façon différente. Puis ce qui est cool, c'est qu'une des personnes dans le groupe d'anges a pris ma défense, a dit, nous, tu m'as jamais posé ce genre de questions-là pour vouloir t'associer avec moi. On n'a jamais posé ce genre de questions-là ou des commentaires là-dessus. Et il a investi individuellement dans mon entreprise. Donc, ça a été vraiment nice. C'est que j'ai choisi la personne. Oui. Mais c'est vraiment l'intuition. Puis non, moi, si quelqu'un n'est pas inclusif ou genre, j'ai d'autres choses à faire. On peut-tu en parler plus, ça, de refuser des investisseurs? Oui. Je trouve que c'est quelque chose qu'on fait C'est pas. badass, hein? Non, mais c'est parce que, oui, parce que t'es pas dans une position nécessairement facile. Tu Oui. veux du cash, mais comme, moi, aux yeux, j'entends des affaires des fois. Puis, tu sais, ce que le monde sont prêts à prendre pour du cash, puis je suis comme, non, pas ça. Oui, mais je pense que cet élément-là de comparer, de parler à d'autres entrepreneurs ou à d'autres investisseurs aussi, tu sais, on est capable de vous donner des points de référence. Les gens qui font des transactions, là, les avocats, les gens qui vous aident avec vos finances au niveau plus fiscal, ils peuvent vous dire qu'est-ce qui est marché ou qu'est-ce qu'on voit de temps raisonnablement. Fait que ça, c'est super important d'aller vous chercher des références là-dessus. Mais moi, je reviendrai à ce point-là, puis je pense que c'est une bonne conclusion. Moi, je pense que l'intuition, c'est que ton cerveau, il va pas assez vite, mais tu le sais déjà, c'est quoi la réponse. Puis si tu laisses le temps à ton cerveau de se rendre, il va arriver à la même conclusion. Ou tu es dans le déni. Ou tu es dans le déni. Mais je pense que c'est trop important ce que vous faites, effectivement. Puis le risque, en fait, c'est que, ça, c'est un de mes mentors qui m'avait dit ça quand je suis entrepreneur. Il m'avait dit, tu négocies contre toi-même. Est-ce que tu te rends compte que quand tu rabaisses tes critères ou tu changes tes valeurs, c'est contre toi-même que tu négocies. Tu laisses l'autre être en position de négocier. Et toi, c'est toi qui vas payer le prix de toute façon. Et tu vas le payer pendant longtemps, ce prix-là. Puis le gars qui vous raconte ça, il a quitté sa compagnie parce qu'il ne s'entendait pas avec ses investisseurs. J'ai démissionné mon propre board à une certaine époque. C'est pour une autre conversation. Mais ça existe, là. Des investisseurs qui mettent des entrepreneurs dehors de leur compagnie. Ça existe, là. Prenez le temps. Oui, on a hâte, c'est trop long, mais prenez le temps d'aller discuter avec d'autres personnes dans l'écosystème, de demander leur avis derrière porte close ou dans un 5 à 7. Mais c'est important de faire ça. C'est important de faire ça. Puis là, ce matin, on est dans l'impact positif, puis on est dans la joie, mais il y a des mauvaises pratiques dans l'industrie. Moi, le nombre de femmes entrepreneurs, on avait fait avec l'Esplanade une session pour l'investissement pour les femmes entrepreneurs, puis les histoires qu'on m'a racontées d'investisseurs qui n'avaient aucun sens. Du monde qui se font demander s'ils veulent des enfants parce qu'il faut qu'ils sachent s'ils sont sérieux. Écoute, toute la gamme, là, les cafés de 4 heures dans un café pour poser plein de questions qui n'ont pas rapport. Tu sais, c'est vrai, ça existe. Là. On ne va pas se cacher la tête dans le sable. Prenez le temps de le faire, soyez lucide, on dira ça. Mais je voudrais vous remercier ce matin d'avoir partagé vos expériences, vos pratiques, puis merci d'avoir été avec nous pour aller continuer la conversation de l'autre côté. Merci tout le monde. Merci à vous de vous être déplacés ce matin. Puis je veux juste remercier nos partenaires aussi, en particulier l'ULEX et Fondaction qui ont permis
le déjeuner d'impact de ce matin. Puis, je vous invite, n'hésitez pas à aller leur parler. Puis, c'est le temps, on a un temps de réseautage, il reste du café, des viennoiseries. Restez avec nous, on a encore du temps. Puis, je voulais remercier Pascal Gauvin-Ligny qui était là ce matin comme bénévole pour prendre les présences. Je le remercie, Pascal. Et merci Sylvain. Merci à tout le monde. Merci Yannick. Bonne journée.